Voilà. Donc, je laisse la parole à Grégory. Merci à tous. Et je crois que j'ai oublié de dire que ces sessions de Lisons Jeudi sont organisées par Interbibli en partenariat avec Médial, le CRFCB du Grand Est, avec le soutien de la DRAC. Bonjour à tous, je m'appelle Grégory Beuve. Merci Ariane pour ces quelques mots. Je vais commencer par présenter mon association comme tu m'y as invité. Les Petits Débrouillards, c'est une association d'éducation populaire qui, pour faire simple, travaille dans le domaine de la culture scientifique et technique depuis environ 40 ans sur toute la France avec tous les publics. En deux mots, notre objet social, notre objectif, c'est de promouvoir partout où on peut la culture scientifique et l'esprit critique. Et on le fait notamment dans le cadre de la transition écologique. J'insiste sur le fait, je souligne un petit peu ce qu'Ariane a dit, vous avez la possibilité d'intervenir à n'importe quel moment. N'hésitez pas, hein, plus les gens interviennent dans un échange et plus il est constructif. Alors, on va tout d'abord parler en fait de la question du droit à l'information dans le domaine de l'environnement. Alors, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais euh, il est absolument primordial en fait que le citoyen soit bien informé sur les questions environnementales. S'il n'est pas informé, comment est-ce qu'il pourrait comprendre les enjeux actuels et prendre part de manière éclairée au débat contemporain? C'est ce qu'il faut dire dès à présent, c'est que l'information saine, c'est le gage d'une démocratie saine. Mais c'est aussi la condition de l'action. Un citoyen informé sera bien sûr un meilleur acteur de la préservation de l'environnement. Partant de ces constats, c'est très logiquement que le droit à l'information environnementale a été inscrit dans le droit international. Euh, Même si on pourra en discuter plus tard, la transposition de ce droit à l'information environnementale est retranscrite très imparfaitement dans le droit européen et puis dans le droit français, contrairement à ce qu'on entend souvent. Pour revenir au niveau international, on peut souligner que les deux conventions majeures qui ont été adoptées en 1992 dans le cadre du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro comportent des dispositions en ce sens. Par exemple, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la CNUC, euh, dans le cadre de laquelle sont organisées toutes les COP climat, euh, dispose en fait dans son article 6 que les parties sont tenues, je cite, d'encourager et de faciliter l'accès public aux informations concernant les changements climatiques et leurs effets. Alors, en droit, en fait, si une disposition est reconnue au niveau international, elle doit logiquement, normalement, être transposée en droit européen, parce que l'Union européenne a été signataire de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, puis après dans le droit national. La deuxième convention majeure de 1992, au fait, qui aborde cette question, c'est la Convention sur la diversité biologique. Alors, dans son article 13, elle précise que les parties doivent, je recite, elles doivent favoriser et encourager une prise de conscience de l'importance de la conservation de la diversité biologique et des mesures nécessaires à cet effet. Ils doivent aussi en assurer la promotion par les médias. Donc c'est une disposition qui est très forte. Alors malheureusement, en fait, dans le droit européen et puis dans le droit national, en fait, les choses sont loin d'être aussi claires et aussi précises. Euh, on entend souvent dire, alors je lis très régulièrement que le droit à l'information est reconnu dans la charte de l'environnement. Ce qui voudrait dire que, en fait, le droit à l'information environnementale aurait, en fait, caractère serait constitutionnel. En réalité, quand on regarde la Constitution, ce que dit l'article en question, c'est que tout citoyen a le droit d'accéder aux informations sur l'environnement détenues par les autorités publiques. Et c'est pas du tout la même chose. La charte de l'environnement ne dit pas que le citoyen doit recevoir une information de qualité sur l'environnement. Elle dit que si les autorités publiques détiennent une information qui concerne le citoyen et son environnement, alors le citoyen peut y accéder. Bon, alors, toujours est-il, on pourra creuser un peu cette question par la suite, mais toujours est-il qu'au niveau international, en tout cas,
le droit à l'information, lui, il est consacré. Mais c'est bien beau, en fait, d'avoir des dispositions comme ça inscrites dans le droit. Si elles ne sont pas traduites dans les faits, eh ben, ça ne sert à rien. Donc, on va d'abord se demander qu'est-ce qu'il en est dans les faits? Quel est l'état de l'information environnementale aujourd'hui en France? Et est-ce que dans notre pays, en fait, finalement, le citoyen est bien informé en matière d'environnement? Alors, plusieurs études récentes d'ailleurs permettent de répondre à cette question. D'abord, en fait, sur le plan quantitatif et ensuite sur le plan qualitatif. Alors, sur le plan quantitatif, alors c'est une toute petite, c'est une nouveauté. Il existe maintenant depuis un peu moins d'un an, depuis novembre 2024, un observatoire dédié qui s'appelle l'Observatoire des médias sur l'écologie, qui est formé par un consortium d'acteurs associatifs. Alors ça, c'est important aussi, hein. Ce n'est pas les pouvoirs publics qui sont derrière, c'est des mouvements associatifs qui sont à l'origine de cette initiative. Même si l'observatoire il est soutenu par des institutions publiques comme l'ADEME et puis l'ARCOM. Alors, cet observatoire, il va mesurer et il va suivre le traitement des enjeux environnementaux par les principaux médias audiovisuels, audiovisuels seulement. Et dans ce suivi, il va distinguer trois grands enjeux, le climat, la biodiversité et les ressources. Alors, je vais partager mon écran et puis on va se balader un petit peu sur Internet. Vous me dites dès que vous voyez. C'est bon? OK. Donc, on va aller sur Google. Bon, j'ai un ordinateur qui est un petit peu poussif. Ah, ça devrait aller maintenant. Alors, les médias et l'Observatoire des médias sur l'écologie. Et le temps que ça charge, Grégory, il y a une question de Mathilde. Oui, Si ça sera possible de mettre les ressources, les rapports, les conventions, les dates, etc., que tu cites à disposition dans le chat ou peut-être après par mail. oui, d'accord. Mm. Plutôt après. En D'accord. fait, il faut savoir que tous les textes internationaux sont disponibles sur les sites officiels, notamment le site de l'ONU. Mm. Et c'est traduit dans notre langue à chaque Oui, fois. Donc voilà, Observatoire des médias sur c'est ça. l'écologie. Et puis on va se rendre sur ce site. Alors, je vous invite à faire pareil hein, de votre côté si vous avez possibilité d'accéder à Google. Et en fait, on va voir, en fait, la méthodologie, je résume, en fait, c'est une méthodologie qui est basée sur l'intelligence artificielle et qui va, en fait, être repéré des mots-clés définis pendant les temps d'information sur 18 médias audiovisuels qui sont choisis pour être représentatifs de ce qu'on a en France. Donc, vous avez les grandes chaînes publiques, vous avez aussi CNews, BFM TV, vous avez des radios comme France Inter, France Culture et Sud Radio, par exemple. Et voilà. Donc, c'est observé jour. Et puis, on peut accéder à des synthèses. Donc, vous voyez, là, si on va dans Observatoire et type de crise environnementale, on peut voir comment sont traitées les trois crises environnementales. Donc, je rappelle le climat, la biodiversité et puis les ressources. Ah, ça rame un peu. Bon.
Bon, j'ai un petit souci de connexion là. Je vais voir, bon. Là, ça marche pas. Je vous invite à regarder plus tard. Ça marchait ce matin. Donc, je vais juste en fait vous résumer ce qu'on peut trouver en fait comme conclusion dans ces études. Alors, les études conduites par cet observatoire concluent que en fait la part d'observation consacrée à ces sujets elle est relativement faible. Est-ce que vous avez une idée du temps d'information qui est consacré à ces trois crises environnementales confondues en pourcentage? Vous pouvez À mettre dans le chat, par exemple. quel pourcentage en fait du temps d'information sur ces médias est consacré aux crises environnementales, au sujet, aux grandes crises environnementales? Tu me fais une petite synthèse, Ariane? Ouais, alors les 5%. Alors il y a du pessimisme dans le chat, mais c'est peut-être pas loin, tu vas nous dire. Eh ben, c'est exactement ça. 8%. C'est Ah, 5%. Euh, 5%. Hmm. en fait, ça varie au cours de l'année et là, sur les mois d'été, généralement, ça grimpe. On n'atteint pas encore le 8%, on est à 7 et quelques pourcents. C'est en lien direct avec les conditions météorologiques, mais aussi avec l'actualité. Par exemple, là, quand on se met à parler de la loi du plomb ou des COP qui approchent, eh ben, on observe un regain en fait d'informations à cette période de l'année. Sur l'ensemble de l'année, on est autour de 5%. Des trois crises environnementales, c'est le changement climatique qui est le plus avancé dans le traitement. On parle à peu près 3 fois plus du changement climatique que de la biodiversité et puis des ressources. Donc, en fait, la part qui est dévolue dans le traitement de l'information à l'environnement, elle est toujours faible. Mais on observe aussi dans cette étude qu'elle est presque 2 fois plus importante dans les médias publics que dans les médias privés. Alors, je vous laisse deviner quels sont les mauvais élèves parmi les médias privés, sans vouloir faire de politique, hein, ce n'est pas du tout le but. On nous propose CNews. Après, les collègues ont Internet qui marche mieux que toi. Oui, bah oui, Ils j'ai ont pas un des très bon choses sous ordinateur. les yeux. C'est les joies du milieu associatif. Ah, CNews fait l'objet d'accusations. Ouais, exact. Hmm. Donc, je vais vous montrer voilà, les résultats sous forme de tableau, sous forme de diagramme. Alors, euh, voilà, donc il y a le traitement et puis on peut mettre en parallèle avec la désinformation aussi. Ok. Alors généralement, les médias qui informent le moins sont ceux aussi qui désinforment le plus. Donc en tête, on retrouve Sud Radio. Il y a presque 80% en fait des cas de désinformation dans cette étude qui relèvent de Sud Radio, donc c'est pas rien du tout. CNews est devant, LCI, BFM TV, BFM TV. Comme je vous disais, en fait, on retrouve vraiment les médias privés en fait en tête de la désinformation. Dans le public, la question est bien mieux traitée. Euh, Par ailleurs, les sujets environnementaux, ils sont mieux traités à la radio qu'à la télé. Alors, il y a eu une évolution au cours du temps qui est assez faible sur le court terme, mais par contre qui est significative quand on envisage le long terme. Par exemple, si on compare en fait ce qu'on observait dans les années 90 à ce qui se fait aujourd'hui, eh ben, on constate que le nombre de sujets consacrés à l'environnement dans les JT du soir, par exemple, sur les 5 grandes chaînes historiques, donc TF1, France 2, France 3, Arte, M6, en fait, le nombre de sujets a plus que doublé. Donc, voilà. Après, il faut faire attention dans cette étude parce qu'on dit que le nombre de sujets a doublé. Alors certes, ça reste du traitement quantitatif. Ça ne veut pas dire que les sujets sont bien traités. Est-ce que tu as un exemple, Grégory, de désinformation qui peut circuler sur Sud Radio, CNews, etc. Tu as un exemple comme ça, de Bon, on en choses qui verra relèvent après, de désinformation? on verra après pas mal d'exemples. Hmm. En fait, il y a des sujets qui font l'objet de plus de désinformation que les autres. Euh, les études montrent que ces derniers temps, les deux sujets
sur lesquels on les informe le plus sont les énergies renouvelables et la voiture électrique, par exemple. Donc, concernant en fait aussi tout ce qui est automobile, il y a eu il y a quelques années maintenant une désinformation qui avait fait pas mal de bruit. Il y a eu une affirmation qui est parue dans plusieurs journaux qui disait, en fait, qui s'intéressait aux frais ferroviaires et qui analysait un cargo, un navire important, et qui disait que une barge comme ça de, pouvait polluer autant que 60 000 voitures. Donc, alors, en fait, ce qu'ils essaient de faire dire, c'était que euh, un navire de fret comme ça produisait 60 000 fois plus de gaz à effet de serre qu'une voiture. Alors, le message derrière, en fait, l'intention, elle est évidente, en fait. Euh, Si en fait cette information était avérée, mais en fait, on pourrait se poser la question, mais alors pourquoi s'acharner à vouloir réformer le secteur automobile alors que, vous voyez, en fait, le problème, il vient d'ailleurs, il vient du fret, du fret maritime. Alors, en fait, toutes ces données étaient fausses. La pollution dont il était question ne concernait pas les gaz à effet de serre, mais toute autre chose. Je crois que c'était les oxydes de soufre. Et donc, ça a été déformé, puis amplifié et repris sans contestation, sans vérification par pas mal de médias. Et voilà. Et donc, la diffusion sur les réseaux sociaux, elle a été étudiée, elle a été, bon, comme toujours, en fait, sur les réseaux sociaux, explosive. Voilà. On verra après que, en fait, souvent, derrière la désinformation, en fait, il y a une intention qui est cachée. Alors, côté presse, c'est assez difficile d'évaluer le traitement quantitatif de l'information environnementale, tout simplement parce que, il n'y a pas de système de suivi en place et que chaque journal, chaque rédaction est libre de recenser ou non les articles qu'il publie sur l'environnement. Et en réalité, il y a assez peu de journaux qui le font. Le Monde, lui, le fait. Et entre 2010 et 2020, euh, Le Monde estime que 5% de ces articles ont été consacrés au changement climatique. Donc, en 2022, on a un autre chiffre. La Croix consacrait 0,5% de ses articles au changement climatique. Donc 0,5%, ce n'est pas grand-chose. Et on peut voir aussi la disparité qu'il peut y avoir entre les deux journaux. Entre La Croix et Le Monde, bon, ben, c'est un facteur 10, hein, la différence. On a des chiffres sur l'Observateur aussi. Sur l'année 2022, dans l'Observateur, on a eu 300 articles sur le climat. Mais en fait, quand on veut évaluer le traitement quantitatif par la presse, on se heurte à ce problème de protocole de suivi. Et puis, c'est pour ça qu'en fait, il y a pas mal de gens qui ont proposé de mettre en place un observatoire national en fait, qui prendrait aussi en compte la presse écrite. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2022, il y a eu pas mal de bruit autour d'une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence climatique, de l'urgence écologique, pardon. Et elle avait fait grand bruit à l'époque parce qu'il y avait euh, très rapidement, elle avait été signée par 500 journalistes, par, je crois, une trentaine de rédactions. Et puis, à cette époque-là, tout le monde était assez optimiste sur l'évolution qu'allait prendre la responsabilisation du métier de journaliste. Alors, quelques années après, on est en mesure de faire des bilans et les bilans sont pas si joyeux que ça. Il n'y a pas eu en fait de transformation fulgurante. Alors, il y a un embryon d'organisation en fait des rédactions, mais en fait qui n'est pas encore opérationnel, qui relève plus pour l'instant à l'échelle globale de l'intention qu'elle n'est réellement mise en œuvre. Alors, donc là, souvenez-vous, en fait, les chiffres qu'on a, en gros, c'est du 5% euh, du temps d'information qui est consacré euh, aux crises climatiques. Pour vous donner un ordre d'idée, l'association Quota Climat, elle milite pour qu'on atteigne 20%. Elle estime que, en fait, c'est ce qu'il faudrait pour avoir une information à la hauteur des enjeux actuels. Donc, on en est encore très, très loin. Alors, voilà tout ce qu'on peut dire sur le plan quantitatif. Alors, sur le plan qualitatif, on va pouvoir aller beaucoup plus loin.
Donc, alors, je vais Grégory, revenir. juste, il y avait une Oui, petite question dans le oui. chat. On demande s'il y a des chiffres sur les partages et la viralité des propos qui tiennent de la désinformation contre, enfin, vs les informations réelles sur l'écologie. Alors, sur les réseaux sociaux? Oui, Sur je les réseaux pense. sociaux, en gros, il y a des études qui montrent au fait un propos de désinformation écologique, il va être diffusé à peu près 100 fois plus rapidement qu'un propos exact. Alors, parce que, en fait, la désinformation, elle propose des contenus qui sont simples, beaucoup plus simples que ne l'est la réalité écologique. Et c'est plus simple pour la plupart des gens de s'approprier cette réalité simplifiée que la complexité réelle. Voilà. Alors, donc sur le plan qualitatif, on va faire un petit exercice. Alors, vous allez avoir besoin d'accéder à Google et notamment à Amazon. On va aller faire un petit tour sur Amazon et on va se mettre à la place d'un citoyen lambda que pour la commodité, on va appeler Gérard. Et Gérard cherche à s'informer sur un sujet environnemental donné. On va dire que c'est le changement climatique. Donc Gérard, en fait, lui, il n'a pas de chance parce qu'en fait, il a une bibliothèque dans sa ville qui n'est pas très bien pourvue sur le sujet. Il n'a pas de librairie digne de ce nom. Donc en fait, Gérard, tout ce qu'il peut faire, en tout cas c'est ce qu'il s'imagine, c'est aller sur les librairies en ligne et puis investir une partie de son salaire qui n'est pas mirobolant dans l'achat de quelques livres bien choisis sur le changement climatique. Donc Gérard, il va sur Amazon et tout naturellement, bah, il va taper son mot-clé, donc ça va être le climat. Je vais choisir les livres. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu les résultats en faisant fi, en écartant, vous voyez, tout ce qui est livres sponsorisés là. Alors, on enlève les livres sponsorisés, on n'en tient pas compte. Et puis aussi, on va éliminer tout ce qui ne concerne pas le climat. Voilà, par exemple, celui-ci, le grand guide de la météo et du climat, en réalité, il va parler plus de météorologie et de zones climatiques, de grands climats sur la Terre que du changement climatique proprement dit. Celui-ci parle du climat, le GIEC Urgence Climat. Voilà, on va regarder ça. Et en fait, je vais vous demander de faire un petit exercice. Vous êtes à la place de Gérard. Vous n'y connaissez pas spécialement, vous ne vous y connaissez pas spécialement sur le changement climatique. Vous pouvez acheter, mettons, 4 ou 5 livres vers lesquels vous allez vous tourner, lesquels vous allez mettre dans votre panier. Et quels critères vous prenez en compte pour faire votre choix? Normalement, là, il y a des choses qui doivent vous titiller un petit peu quand je fais défiler comme ça. Parce que ces deux-là n'ont rien à voir avec notre objet. Le climat par les chiffres, 30 ans de mensonges par Christian Gérondeau. Climat de la confusion à la manipulation de Daniel Husson. La fresque du climat. Climat, pourquoi Trump a raison? Ah oui, arrêtons tout, Trump avait raison. Ça, c'est Christian Gérondeau. Encore, vous voyez que les mêmes noms ressortent. L'urgence climatique est un leurre. François Gervais. Alors, dans le chat, quelques collègues vont être vigilants à l'éditeur. Mais ça, je pense que c'est peut-être un biais métier. Je ne sais pas si, du coup, Gérard est sensibilisé à quels éditeurs sont Oui. sérieux, etc. On nous dit les sous-titres, surtout ceux qui mentionnent des rapports ou des documents officiels, ça a tendance à rassurer. Ouais. Des ouvrages qui semblent généralistes avec des chiffres et le prix va jouer. Mhm. Alors, il y a les commentaires Il aussi. chercherait peut-être un titre choc, Gérard. Et c'est vrai que
quand on parlait de la viralité, il y a peut-être aussi l'aspect émotionnel qui peut jouer, les peurs, les choses comme ça, Oui. plutôt que le rationnel. Mais ça, c'est L'image, la démontré, en fait, couverture. Mm. dans la propagation des messages sur les réseaux sociaux, c'est montré que si on fait appel à une réaction émotionnelle, eh ben, en Mm. fait, le partage est plus important. Ouais. On nous dit aussi un titre rassurant. Ça peut être quelque chose, un critère de choix. Voilà, Oui. peut-être quelque chose de... Alors, juste tout à l'heure, vous avez mentionné l'éditeur. Alors, il se trouve que il y a plusieurs éditeurs hein, qui publient des livres climato-sceptiques, mais il y en a en fait qui se spécialisent un petit peu dans la profession euh, de la désinformation environnementale et notamment climatique. Par exemple, un éditeur en fait qui va beaucoup désinformer, c'est l'Artilleur. Je Oui, crois qu'en c'était... fait, avant, Ouais. c'était les éditions du Toucan. Et alors là, en fait, dans les livres qu'on a passés Mm. dans la barre, là, il y en a plusieurs en fait qui sont édités par l'Artilleur. Oui, Donc il c'est a un été pointé éditeur. du doigt. Oui. Et on nous dit aussi, c'est intéressant que si on est Gérard, on va se dire que les titres montrés en priorité sont les plus vrais. Tu sais, les algorithmes de, enfin voilà, ou les plus vendus, les plus intéressants, ceux qui ressortent en premier dans la recherche. Il y a ce biais-là. Il y a beaucoup de gens aussi en fait qui vont baser leur achat sur le nombre de commentaires et la note obtenue. Ah oui, la note, oui. Ouais. Parce qu'en fait, ils vont se dire, bon, bah, regardez, là, par exemple, là, j'ai le climat par les chiffres de Christian Gérondeau. Il y a 500, presque 590 commentaires et puis il a une note qui est, on va voir, je pense, au moins de 4,6 sur 5. 4,6 sur 5. Donc, on se dit, bon, bah voilà, il y a 585 livres, la note, elle est excellente, donc ça va être sérieux. J'ai poussé un peu plus loin Amazon et quand j'avais cherché il y a maintenant presque un mois, ouais, sur les 15 premiers ouvrages mis en avant, j'en avais trouvé 10 en gros, qui étaient climato-sceptiques. 10 sur 15. Ok. Et donc, c'est faramineux, en fait, comme proportion. Et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est qu'il n'y a absolument rien qui les signale comme étant climato-sceptiques. Rien n'est fait à l'heure actuelle pour orienter, pour informer Mm. euh, le consommateur sur le fait que le livre qu'il a intention d'acheter est pseudo-scientifique, en fait. Il est contraire à ce que dit la science. Euh, Il y a un autre biais qu'on nous donc, signale, c'est que quand le livre a un bandeau, ça donne l'impression qu'ils sont plus populaires que les autres, etc. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a... oui, c'est vrai. C'est Ouais. vrai. Mm. Et les bandeaux jouent souvent sur l'aspect polémique. Mm. Ça va être par exemple 30 ans de mensonges, la vérité enfin révélée, des choses comme ça. Ça joue beaucoup aussi, vous voyez, sur la pensée conspirationniste. Mm. Ça, Il y c'est a un élément important du climato-scepticisme. Mathilde Billion qui demande la parole. Oui, Je vous en prie, allez-y. Oui, bonjour. bonjour. Je voulais juste partager une expérience. Je fais un exercice qui est un petit peu semblable quand je forme, pardon, je travaille en bibliothèque départementale. Donc, quand je forme les bibliothèques partenaires, notamment sur la fiabilité des sources, comment bien réaliser ces acquisitions, je prends aussi cet exemple donc à l'Artilleur. J'ai perdu son nom. Ah, voilà, François Gervais. Et Mhm. je trouve que c'est un bon exemple aussi. Bon, souvent ils connaissent pas l'éditeur. Bon, déjà, ça permet d'avoir cette réflexion sur l'éditeur. Mais il y a aussi la possibilité de pointer du doigt le fait que l'auteur François Gervais à l'origine est un physicien et qui a, disons, dévié en fin de parcours à la retraite, etc. Donc, ça permet aussi d'appuyer le fait que la recherche sur l'auteur doit dépasser la simple requête sur son CV de base. Et je trouve que bah, j'aime beaucoup votre exercice. Ça me permet aussi de me mettre à la place du lecteur de base qui pense pas forcément aller voir sa bibliothèque ou un libraire indépendant. Et effectivement, il aurait eu ce réflexe-là d'aller sur Amazon. Je pense que c'est une bonne façon de pointer auprès des bibliothécaires la difficulté à identifier les sources. Et voilà, merci beaucoup.
Alors, effectivement, on va parler tout à l'heure en fait en fait, de l'enquête en fait sur les auteurs, et on va parler aussi de François Gervais, mais je peux le dire maintenant en fait, François Gervais, effectivement, euh, il est présenté en fait souvent dans ses conférences ou sur les quatrièmes de couverture comme un scientifique. Effectivement, quand on regarde en fait sa spécialité, il a été professeur de physique et plus précisément de thermodynamique et de physique des matériaux à l'université de Tours, maintenant à la retraite. Donc, ce sont des sujets qui n'ont rien à voir avec le changement climatique. Par ailleurs, François Gervais, il va un petit peu plus loin parce que dans ses conférences, il est souvent présenté comme ayant pris part aux travaux du GIEC ou parfois même comme étant un auteur du GIEC. Alors, c'est intéressant en fait en éducation des médias parce que c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Par exemple, si on regarde le cinquième rapport du GIEC et qu'on fait une recherche sur François Gervais, effectivement, on va voir le nom de François Gervais parmi les contributeurs, mais pas au titre des auteurs du GIEC. Non, il est dans la liste des commentateurs du GIEC. Et ça, c'est très différent. Parce qu'en fait, commentateur, c'est pas du tout le même statut. Dans le fonctionnement du GIEC, tout le monde presque peut demander à être commentateur du GIEC, à être relecteur et commentateur du GIEC. Et les auteurs du GIEC sont obligés de prendre en compte les remarques qui sont faites et ils sont obligés d'y répondre. Tous les échanges sont consultables en ligne. Donc, tout le monde peut être commentateur du GIEC, ce n'est pas un marqueur de qualification particulière ou de compétence sur le sujet. Et d'ailleurs, en fait, c'est au moment du cinquième rapport du GIEC, ils ont pris toutes les candidatures. Donc, ils n'ont pas filtré du tout. Vous voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est que François Gervais, en fait, il ne contredit pas quand il fait une conférence et puis qu'on le présente comme ayant participé aux travaux du GIEC. Donc là, en fait, c'est un positionnement qui est fondamentalement malhonnête. On nous dit qu'apparemment, c'est ce que ça raconte sa page Wikipédia. Oui, ça ne m'étonne pas. Et on pourra regarder, mais en gros, tous les climato-sceptiques français sont soit physiciens, soit mathématiciens, soit ingénieurs. Euh, En France, j'en ai trouvé aucun qui était climatologue. Aux États-Unis, c'est différent, on en trouve un peu, pas beaucoup. Mais en France, en fait, ils n'ont pas de compétences de métier sur ces thématiques-là. Alors, j'ai poussé un petit peu plus loin les recherches sur Amazon et puis j'ai essayé de recenser le nombre d'ouvrages climato-sceptiques et j'ai considéré uniquement ceux qui avaient au moins 20 commentaires. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'ouvrages climato-sceptiques que j'ai trouvés avec au moins 20 commentaires chacun? 20, Bah, c'est 30, j'en ai trouvé 30. ah, Donc 30. ça veut dire qu'il y en a au moins 30. Et devinez maintenant, en fait, quelle est la note moyenne obtenue par ces 30 ouvrages sur 5. 4,5 ou 4. Pas loin, Ouais, 4,4. En 4,4. fait, c'est un peu plus de 4,4 sur 5. Les notes, en fait, allaient de 4 à 5. Donc, ça veut dire que la note la plus basse, elle était de 4. Vous voyez, donc, ces livres-là, en fait, ils ne sont pas en fait, marqués par les commentateurs comme étant des livres de piètre qualité scientifique ou comme étant des ouvrages climato-sceptiques. Au contraire, en fait, tout incite à leur achat, quoi. Donc, les ouvrages climato-sceptiques, ils sont très nombreux, hein, que ce soit en ligne ou dans les librairies traditionnelles, c'est pareil, hein. On trouve facilement des livres de François Gervais, par exemple, ou de Christian Gérondeau. euh, on en trouve quasiment systématiquement. D'ailleurs, François Gervais va sortir un livre là, donc en fait, il va y avoir un nouveau déballage en librairie. Je vous incite pas du tout à acheter son livre, hein, mais enfin bon. Euh, alors, alors, j'ai encore regardé un petit peu plus loin et j'ai essayé de voir en fait comment se répartissaient les parutions d'ouvrages climato-sceptiques au fil du temps. Et là aussi, c'est intéressant parce que il y a eu plus de parutions d'ouvrages climato-sceptiques ces 4 dernières années qu'au cours des 15 années qui ont précédé. Donc, il y a un emballement du climato-scepticisme. Il y a de plus en plus d'ouvrages climato-sceptiques qui sortent, alors que paradoxalement, en 2015-2019, la plupart des gens disaient que bah, le climato-scepticisme, c'était un reliquat du passé, que c'était derrière nous. En 2015, c'était la COP 21, 2019, les marches pour le climat.
Donc on pensait vraiment en fait que le climato-scepticisme ne reviendrait pas, et c'est le contraire qu'on observe aujourd'hui, il revient en force. Alors, les bons ouvrages de vulgarisation destinés au public maintenant sur le changement climatique, vous voyez, en fait, ils sont très rares, il y en a vraiment très très peu. Ils sont très difficiles à trouver parce qu'en fait, écrire un bon ouvrage de vulgarisation, ça demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de temps que d'écrire un ouvrage de désinformation. Je peux vous en présenter tout de suite quelques-uns si vous le souhaitez, euh, qui sont bien. Alors, il y a celui-ci qui était. Vous Il y a avez une celui-ci qui est déjà. question, Grégory, juste, tu disais, c'est les 4 dernières années, il y a eu plus de publications Au cours des 15 années qui ont. climato-sceptiques que par rapport aux 15 années. Et Ouais. qu'est-ce que tu penses niveau vocabulaire de dire climato-sceptique par rapport à climato-dénialiste? Tu aurais tendance à choisir quel... Bah, je peux vous montrer. En fait, il faut faire. Il y a eu des études qui ont tenté de préciser un petit peu ce qu'on entendait par climato-scepticisme. Et effectivement, ce qui ressort, c'est qu'il faut être très prudent sur ce terme-là. C'est un terme chapeau qui va recouvrir des réalités très très différentes. Donc, je vais vous montrer un petit. Je vais vous montrer ce qu'on entend par climato-scepticisme. Voilà. En gros, vous n'êtes pas climato-sceptique si vous reconnaissez que oui, il y a eu un changement climatique, il y a actuellement un changement climatique et que ce changement climatique est dû à l'activité humaine. Dans tous les autres cas, vous êtes considéré comme étant climato-sceptique. D'accord. Alors, les climato-sceptiques durs, hein, qu'on appelle les climato-dénialistes, c'est ceux qui pensent qu'il n'y a pas eu de changement climatique à l'œuvre. C'est pas la majorité, hein. Il y a beaucoup d'auteurs climato-sceptiques actuels, très actifs, qui pensent, eux, qu'il y a un changement climatique à l'œuvre, effectivement, mais que les causes sont naturelles. Et donc, qui écartent la responsabilité humaine. Donc, en fait, dans le détail, on va utiliser plusieurs termes. Climato-dénialistes, bon, c'est ceux qui refusent le fait, là, qui sont vraiment dans le déni. Il y a les climato-relativistes, eux, qui vont dire oui, bon, il y a un changement climatique à l'œuvre, mais il n'est pas forcément dû à l'activité humaine et il n'est pas si important que ça, par exemple. Ça peut être ça, le climato-relativisme. Donc voilà. Et vous avez aussi, ce qui est intéressant là dans ce diagramme, c'est que vous voyez aussi que on range dans les climato-sceptiques tous ceux qui pensent qu'effectivement on vit actuellement un changement climatique, mais qui ne savent pas à quoi il est dû. Ces climato-sceptiques-là, en fait, ils représentent à peu près 30% des climato-sceptiques, et on les appelle des climato-sceptiques mous. En gros, tous ces gens-là euh, sont des alliés potentiels. C'est des gens qu'on peut convaincre à travers une information plus qualitative. Donc, vous voyez qu'en fait, dans le climato-scepticisme, on range des choses qui sont vraiment très, très différentes. En gros, il y a les causes perdues et puis il y a les gens, en fait, qu'on peut encore convaincre. Est-ce que j'ai répondu à la question Oui. Alors, donc on a vu que c'était très facile d'acheter des ouvrages climato-sceptiques. Euh, alors, bien sûr, en fait, si c'est si facile que ça, c'est parce qu'en fait, il y a une grosse lacune dans la loi. À l'heure actuelle, ni les éditeurs, ni les libraires ne sont tenus pour responsables en fait, de ce qu'ils produisent. Alors, c'est quelque chose qui, je pense, va être amené à changer dans les temps prochains. Là, actuellement, il y a une tribune en début de semaine qui a été déposée par une quarantaine de députés qui demande à ce que on ait une politique plus forte sur pour lutter contre la désinformation environnementale. Et donc, il y a une proposition de loi qui a été déposée. Donc, en fait, ce sont les mesures classiques, hein. C'est aussi euh, se baser sur ce qui existe et puis, par exemple, donner plus de moyens à l'Arcom. Parce qu'à l'heure actuelle, l'Arcom, en fait, peut condamner certains médias audiovisuels, mais c'est très rare. C'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan de la désinformation. Et en plus, quand ils sont condamnés, bon, ils doivent payer une amende qui se limite à quelques milliers d'euros. Donc, ce n'est pas grand-chose hein, pour des médias privés. Donc, là, dernièrement, par exemple, il y a eu des condamnations de Sud Radio pour climato-scepticisme et puis de CNews aussi.
On va voir maintenant un petit peu ce qui se passe du côté des médias audiovisuels. Alors, on va regarder pour ça un autre site qui peut vous intéresser. C'est le site de l'association Quota Climat. Alors, Quota Climat, c'est une association euh, qui effectue un suivi de la désinformation environnementale sur les 18 médias dont on a parlé tout à l'heure, toujours avec la méthode de l'intelligence artificielle. Et pour l'instant, ils ont publié en avril 2025 un premier rapport qui portait sur les premiers mois de l'année. Et prochainement, là, il devrait sortir d'ici quelques semaines un rapport portant en fait sur le reste de l'année. Donc, qu'est-ce qu'ils ont observé? Alors, vous avez en fait tout dans la partie data, par exemple. Je vous laisserai regarder ça. En fait, je vais vous le résumer un petit peu. En l'espace de 3 mois, donc en début d'année 2025, sur 18 médias, ils ont constaté 128 cas avérés de désinformation climatique. Si on ajoute maintenant tout ce qui relève des discours de l'inaction, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui va miner la confiance envers les politiques écologiques, les défenseurs de l'environnement ou tout ce qui va critiquer les énergies renouvelables, les autres solutions qu'on peut proposer pour lutter pour favoriser la transition écologique, on passe à 373 cas de désinformation avérés en 3 mois sur 18 médias. Les médias privés, ils représentent 85% des cas de désinformation. Alors, c'est en fait d'ailleurs, Quota Climat, c'est une association. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous parlais des cas de condamnation de l'ARCOM de tout à l'heure. En fait, l'ARCOM ne s'est pas saisie toute seule des dossiers. Elle a été saisie par Quota Climat. Et c'est à la suite de la saisine par une association que ces peines ont été prononcées, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment un vide qui est partiellement comblé aujourd'hui par des initiatives associatives. Et bon, on retrouve l'idée qu'il y a vraiment un manque en fait dans la loi et dans les institutions. Euh, Donc aujourd'hui, en fait, comme je vous disais, l'essentiel de la désinformation, il va porter sur la voiture électrique et sur les énergies renouvelables et particulièrement les éoliennes. Donc, on va voir quelques exemples. Alors, je vais vous montrer des livres qui sont des best-sellers, hein, qui sont vraiment très lus, mais qui relèvent de la désinformation. Alors, par exemple, ça, c'est un livre de Fabien Bouglet. Vous voyez que le éolienne, la face noire de la transition écologique. Vous voyez, encore une fois, en fait, vous avez un sous-titre qui joue sur donc je vais pas le dire, et en fait, qui donne l'idée qu'en fait, il y a quelque chose qui est caché en fait au public, donc on n'est pas loin en fait des idées complotistes. Donc voilà, tout le livre est un pamphlet contre les éoliennes. Ce livre, il a été passé en revue par plusieurs organisations scientifiques. Et en fait, on a montré en fait qu'il y avait vraiment en fait des efforts manifestes de désinformation et que les données étaient manipulées. Dans le même registre sur les énergies renouvelables, en désinformation, vous avez celui-ci aussi qui est pareil, un best-seller, La guerre des métaux rares de Guillaume Pitron, et toujours avec un sous-titre du même type, La face cachée de la transition énergétique et numérique. Alors, les éléments qui sont défendus dans ces ouvrages ne sont pas fondés scientifiquement. Euh,
Alors, si vous voulez par exemple avoir euh, des, euh, des bonnes ressources, enfin, je peux vous montrer des ressources pour informer correctement le public sur la question des énergies renouvelables. Vous en avez quelques-uns qui sont de bonne qualité. Vous avez celui-ci, en fait, qui prend le revers. Donc, éolienne, pourquoi tant de haine, de Cédric Philibert. Donc, c'est pas n'importe qui l'auteur. L'auteur, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans à l'Agence internationale de l'énergie. Donc, il connaît vraiment très bien son sujet. Tout le livre est superbement argumenté. Enfin, tout est sourcé. Enfin, c'est du travail qui est propre. Voilà. Donc là, en fait, vous avez un ouvrage qui est sérieux. Vous en avez d'autres. Vous avez en fait celui-ci qui est très bien aussi. Je vous mettrai les références plus tard. Sont les idées reçues sur les énergies renouvelables. Donc, ce sont des courts chapitres et chaque court chapitre va traiter d'une question. Par exemple, euh, idée reçue, les éoliennes sont bruyantes et défigurent le paysage. Et vous avez quelques pages en fait qui vont discuter en fait de cette idée reçue. En livre intéressant aussi, alors, vous avez un livre pour les nuls sur les énergies renouvelables. Là encore, question légitimité, en fait, il se positionne plutôt pas mal parce qu'en fait, il est dirigé par un ancien PDG de l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement. Et dedans, il y a vraiment plein de spécialistes qui interviennent. Donc ça, ce sont des ouvrages qui sont sérieux. Côté voiture électrique, bon, bah, c'est presque pire, en fait. Sur la voiture électrique, il y a un déchaînement médiatique. Donc, on voyait ici en bas là, un livre de Christian Gérondeau qu'on avait déjà vu tout à l'heure, en fait, sans prendre au GIEC ou sans prendre, enfin, ou défendre des positions climato-sceptiques. Donc, la voiture électrique et autres folies. Et dans le même registre, voiture électrique, ils sont devenus fous. Ouais. Vous voyez toujours, en fait, la même rhétorique. Ici, c'est une rhétorique qui mise sur la peur. Voilà. Alors, sur la voiture électrique, les ouvrages en fait documentés sérieux, ils commencent à arriver. Il y a quelques parutions récentes. Moi, je vous recommande surtout celui-ci. Donc, voiture, fake or not, voiture. Et c'est écrit par un chercheur indépendant qui s'appelle Aurélien Bigot, qui intervient beaucoup sur les questions de mobilité. Et de manière générale, cette collection-là, Fake or Not, là, qui paraît chez Tana Édition, elle est vraiment conçue pour aborder, pour présenter dans un format très court, très illustré, avec plein d'infographies, euh, l'ensemble des questions qui sont essentielles dans un débat. Donc le but, c'est vraiment de démonter les idées reçues et d'apporter des données claires et fiables pour alimenter un débat. Et vous avez un autre livre de Cédric Philibert, toujours le même, Pourquoi la voiture électrique est bonne pour le climat. Côté scientifique, alors qu'en fait, on a l'impression qu'il y a un débat en fait, dans la sphère publique, côté scientifique, en réalité, les positions sont assez unanimes. Euh, Par exemple, euh, enfin, voilà. Donc, la plupart des avis scientifiques convergent sur le fait que la voiture électrique est, même si ce n'est pas une solution idéale, elle est plutôt bonne, elle est meilleure pour le climat que la voiture thermique. Un reproche qui est souvent fait, enfin, une fake news qui touche les voitures électriques souvent est le suivant, c'est-à-dire qu'on va dire que si on considère l'ensemble du cycle de vie de la voiture, alors à ce moment-là, la voiture électrique elle va consommer, elle va émettre plus de gaz à effet de serre que la voiture thermique. Là, vous avez en fait sous les yeux une compilation de 10 études qui montrent exactement l'inverse. Donc, on analyse la production de gaz à effet de serre des deux types de voitures thermiques et électriques euh, sur l'ensemble du cycle de vie. Et vous voyez, donc vous avez la production de gaz à effet de serre des voitures thermiques en bleu clair et puis en bleu sombre celle des voitures électriques. Et vous voyez que les voitures thermiques, elles produisent beaucoup plus de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie que les voitures électriques. Donc, voilà, il y a plein de méta-analyses comme ça, elles convergent toutes vers les mêmes conclusions. Donc, côté scientifique, il n'y a pas de doute. Et pourtant, c'est une des informations qu'on retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux ou dans les journaux, ou même à la télé. En réalité, côté scientifique, tout, tout le monde ou presque s'accorde sur le fait que s'il y a un avenir à la voiture, euh, c'est la voiture électrique. Avec une nuance, euh, si la voiture électrique est l'avenir de la voiture n'est pas forcément l'avenir des transports. Il y a plein d'autres moyens de transport qu'on peut développer.
il y a les mobilités douces, et puis il y a aussi plein de choses dont on ne parle pas. C'est tout ce qui est véhicule intermédiaire. Donc, en fait, il y a plein de véhicules intermédiaires qui existent entre le simple vélo et puis la voiture, et qui sont adaptés, par exemple, qui peuvent être adaptés au périurbain, par exemple. Alors, le rapport dont je vous parle là, de Quota Climat, en fait, il donne une autre information importante. Et je pense qu'il va vous intéresser, vous, pour lutter contre la désinformation. C'est que la désinformation environnementale, elle n'est pas constante au fil de l'année. Il y a des moments où elle est plus vive qu'à d'autres. Alors, ces moments, en fait, ça peut être par exemple l'approche d'élections, ça peut être l'approche d'une COP, ou encore la discussion d'une loi importante. Par exemple, là, sur la loi du plomb, quand on a parlé de la loi du plomb, il y a eu énormément des informations sur l'acétamipride. On a vu passer plein de fake news euh, qui mettaient en doute des études qui attestaient la toxicité de l'acétamipride, alors que en fait, les études convergent et euh, beaucoup d'institutions publiques, enfin la plupart des institutions publiques arrivent aux mêmes conclusions. Vous avez aussi, quand on a parlé, on a remis en question l'interdiction de la vente des véhicules thermiques à partir de 2000, des véhicules thermiques neufs à partir de 2035 au niveau européen. Là, il y a eu plein de désinformations qui visaient à combattre, à montrer en fait que la voiture électrique n'était pas du tout adaptée, quoi. Et que donc il fallait en fait surseoir à cette décision. Bon. Alors, la bonne nouvelle, en fait, c'est que comme en fait ces moments sensibles du calendrier politique sont prévisibles, eh ben, on peut anticiper la défense aussi. Là, par exemple, les COP sur le climat, traditionnellement, elles ont lieu vers la deuxième quinzaine de novembre. Donc, le sachant, on peut choisir cette période de l'année pour mettre en avant des bons livres de vulgarisation sur le climat. Donc, on peut s'adapter comme ça aussi. Donc ça, je pense qu'en fait, dans la stratégie de réponse, c'est quelque chose de très important. Alors, il y a les COP climat, il ne faut pas oublier le reste non plus. Il y a des COP biodiversité aussi, qui sont très peu médiatisés. Et peut-être en fait que les bibliothèques ont un rôle à jouer en fait, pour mettre en avant ces COP biodiversité qui sont très peu connues du grand public, en partie parce que, elles sont beaucoup plus récentes que les COP climat. Mais elles ne sont pas moins importantes, hein, parce que si on arrive à trouver la solution au changement climatique, euh, si on n'arrive pas à solutionner l'érosion de la biodiversité, le problème il sera tout aussi catastrophique, hein. L'issue sera tout aussi catastrophique. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que la désinformation, elle marche? Alors, spoiler alerte, oui, elle marche, et elle marche plutôt rudement bien. On peut le voir de plein de façons différentes. Il y a plein d'indicateurs qui permettent de le constater. D'abord, le nombre de climato-sceptiques augmente. Là, aujourd'hui, en comptant les climato-sceptiques au sens large, on estime qu'à peu près un Français sur trois est climato-sceptique. Alors, je vous ai dit attention parce que dedans, on regroupe en fait des choses qui sont très différentes, hein. 30%, c'est un Français sur trois. Donc, c'est loin d'être négligeable. Et en tout cas, c'est beaucoup trop pour mener une action d'envergure en faveur de la transition écologique. Euh, alors, on va reparler un petit peu du climato-scepticisme. Donc, tout à l'heure, je vous ai présenté ce graphique-là. On peut en fait apporter un peu de nuance dans la notion de climato-scepticisme en examinant les raisons qui poussent des gens à devenir climato-sceptiques. Et là, on va voir qu'il y a aussi des choses qui sont très, très différentes. Donc, alors, tout est résumé en fait sur ce diagramme. Alors, il y a des choses en fait qui sont relativement connues, par exemple la défiance, le manque de confiance dans les institutions publiques, dans les autorités environnementales et le complotisme peuvent conduire au climato-scepticisme. Ça ne surprendra personne. L'anti-écologie politique aussi. Traditionnellement, en fait, l'écologie, elle est ancrée, elle est associée à une politique de gauche. Donc, il y a des gens en fait qui, eux, s'identifient plus à la droite et vont rejeter en fait l'écologie par principe. Alors, ce que je trouve particulièrement intéressant en défense d'un mode de vie, c'est pareil, ça c'est quelque chose de très connu. En fait, il y a des gens qui sont climato-sceptiques parce que euh, pour eux, remettre en cause un mode de vie basé sur l'opulence, c'est quelque chose de problématique. Ce que je trouve plus intéressant, moi, en fait, c'est cette partie-là.
sont les gens en fait qui deviennent climato-sceptiques parce que ils se sentent impuissants. En fait, ils sont conscients en fait au début que le changement climatique existe, qu'il y a plein de problèmes écologiques, mais ils ne peuvent pas ou ils ne savent pas comment trouver leur place pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour défendre la transition écologique. Et il y a un mécanisme psychologique qui fait qu'on en vient souvent dans ces cas-là à rejeter l'existence même du problème. Alors, ça, c'est à ne pas oublier. Souvent, on fustige en fait des gens qui n'ont pas le moyen en fait d'acheter bio, qui n'ont pas le moyen d'acheter des véhicules électriques. Et il faut faire extrêmement attention à cette culpabilisation sociale. Euh, En fait, il faut accepter le fait que chacun ne peut pas contribuer davantage que ce que les moyens lui permettent. Mais néanmoins, il faut permettre à chacun de trouver une place dans la transition écologique. Donc voilà, par exemple, on sait très bien qu'en quartier prioritaire de la ville, on ne peut pas parler d'écologie de la même façon qu'en centre urbain. Alors, l'étude dont je vous parlais a, a essayé de rechercher un petit peu qui étaient vraiment les climato-sceptiques. Alors là, il n'y a pas énormément de surprises, mais plutôt confirmation de choses qu'on savait déjà. On trouve des climato-sceptiques dans toutes les couches de la société. Ils sont plus nombreux chez les personnes âgées. Ok, par exemple, la proportion de climato-sceptiques, elle grimpe en flèche chez les plus de 65 ans. Le climato-scepticisme, il est plus répandu chez les personnes qui se disent de droite ou très à droite. Ok, où là, très à droite, on arrive presque à 1 sur 2, par exemple. Mais pour autant, il y a des surprises. Par exemple, enfin, il y a des climato-sceptiques à gauche et il y a des climato-sceptiques même parmi les écolos. Donc ça, c'est peut-être un peu plus surprenant. Et en fait, il y a aussi un effet qui a été observé sur le niveau de revenu, euh, un effet du niveau de revenu, un effet des diplômes. Sans surprise, hein, c'est ce qu'on sait déjà en fait. Les personnes qui sont faiblement diplômées, qui ont de faibles conditions de faibles ressources, avoir plus tendance à être climato-sceptiques pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Alors, on voit aussi en fait que la désinformation environnementale marche bien parce que on se confrontait de plus en plus souvent à des débats environnementaux qui sont paralysés. Alors, on l'a bien vu par exemple sur la loi du plomb. On le voit aussi sur les débats sur l'énergie, où en gros vous avez deux camps qui s'affrontent, hein, ceux qui sont pour les énergies renouvelables et ceux qui sont, je vais schématiser parce qu'en fait il y a un peu plus de nuances en réalité, et ceux qui sont pour le nucléaire. Voilà. Donc, il n'y a pas, en fait, on n'a pas constaté d'avancée significative, alors que les urgences sont toujours là, et même qu'elles sont de plus en plus pressantes. Euh, et dans notre pays, le droit de l'environnement, les actions en faveur de l'environnement sont en net recul depuis plusieurs années maintenant. Euh, Ça, en fait, tous les observateurs écologistes confirment en fait cet aspect-là. Donc oui, la désinformation, ça marche, hein, c'est pour ça qu'il faut la prendre au sérieux. Alors, mais comment, parce que nous, à notre échelle, on peut lutter contre la désinformation environnementale? Eh ben, en fait, la première condition, je pense, c'est qu'il faut, pour combattre la désinformation environnementale, la première condition, c'est qu'il faut comprendre les logiques de la désinformation. Alors, il faut comprendre les discours qui mènent à l'inaction climatique. Alors là, je vais vous présenter donc une étude qui a été réalisée par l'Université de Cambridge et qui classe les discours qui mènent à l'inaction climatique en 4 catégories. Donc, que vous avez ici, ici, ici et ici. Alors, vous avez la catégorie qui est ici, c'est la catégorie que j'appellerais de toute façon, c'est foutu. En gros, il faut capituler. Ok. Vous avez un discours qui est très répandu aussi. Eux d'abord, qu'ils fassent le premier pas. Donc, en fait, c'est reporter la responsabilité sur autrui. Alors, pour ça, il y a de multiples exemples. Un exemple qu'on entend très souvent sur les gaz à effet de serre, c'est de dire, par exemple, bah, la France,
Elle ne représente qu'un très très faible pourcentage des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et elle est très loin derrière la Chine. Ok. Alors, euh, c'est vrai et seulement à première vue parce qu'en réalité, si vous ramenez les émissions de gaz à effet de serre au nombre d'habitants, les choses sont pas aussi nettes, hein. Les Chinois sont beaucoup plus nombreux que nous. Par ailleurs, en fait, les Chinois, ben, euh, en fait, ils- une partie de leur production de gaz à effet de serre résulte des produits qu'on consomme chez eux. Donc ça, il ne faut pas l'oublier aussi. On a une, une empreinte carbone qui est importée, hein. Tous les trucs qu'on achète sur Shein, par exemple, et tout, ont une empreinte carbone qui est attribuée à la Chine, alors qu'en fait, elle devrait nous revenir à nous, consommateurs. Donc voilà. Ça, c'est un exemple de reporter la responsabilité sur autrui. Alors, vous avez aussi, en fait, il n'est pas nécessaire de faire des changements en profondeur. Alors, il peut y avoir différentes raisons. Par exemple, un des arguments dans cette stratégie-là, ça va être de dire, mais de toute façon, là, avec les technologies qu'on est en train de développer, on va solutionner le problème. Donc, ça, il y a plusieurs variantes possibles. Donc, vous avez par exemple Elon Musk. Euh, Lui, il va défendre le fait que, il suffit de coloniser Mars, par exemple. Donc là, on est dans le technosolutionnisme. Vous en avez d'autres qui vont miser sur tout ce qui est ingénierie géologique, sur, pardon, géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est par exemple, euh, en fait, disperser des aérosols dans l'atmosphère pour que les rayons du soleil ne rentrent pas dans l'atmosphère. Et ipso facto, du coup, il y aurait moins de réchauffement. C'est en fait miser sur un effet parapluie. Euh, Voilà. Donc, vous avez plein d'exemples comme ça. Un truc qui est très répandu aussi sur le technosolutionnisme, c'est de dire, on peut miser sur les technologies artificielles qui permettent de capturer, de stocker le dioxyde de carbone. Et effectivement, si on était capable de mettre ça en place en grande échelle, a priori, si on envisage juste le climat, certaines personnes disent que on pourrait se permettre de continuer à émettre. En réalité, c'est pas vrai parce que le CO2 a d'autres effets que le changement climatique, notamment l'acidification des océans. Mais je vous parle de ça parce qu'en fait, le technosolutionnisme, là, c'est le discours qui est en train de monter à la vitesse grand V. Et même le GIEC, en fait, prône du technosolutionnisme euh, à un point tel que ça semble déraisonnable à la plupart des experts aujourd'hui. Ça a été vraiment dénoncé. Dans les livres, on voit aussi une offensive. Il faut faire extrêmement attention à ça. Il y a un livre, par exemple, qui est sorti dernièrement, et je crois que le titre, c'était La technologie nous sauvera ou quelque chose comme ça. Vous avez de multiples livres qui prônent le technosolutionnisme, et vous avez très peu de livres, au contraire, qui vont prendre le contre-pied de ça. Alors, je peux vous en montrer. Il y en a très peu, mais il y en a deux qui sont intéressants. D'abord, vous avez une BD documentaire donc, qui s'appelle Ressources de Philippe Biwix. Et dedans, notamment, lui, en fait, Philippe Biwix, il va critiquer euh, ce que défendent Elon Musk et Jeff Bezos, en fait, c'est-à-dire la conquête de l'espace pour solutionner le problème. Et vous avez celui-ci, dont le titre n'est pas explicite du tout, mais c'est bien ce qu'il dit, en fait, hein. C'est un livre qui critique toutes les techniques, enfin, le recours à la géo-ingénierie, et qui est très, très bien fait, mais un peu technique, par contre, hein. Ce n'est pas du grand public, hein. Et enfin, vous avez le dernier discours. En fait, ça va être de dire que la solution proposée, elle a trop d'inconvénients. Ça va consister à mettre l'accent sur les inconvénients et les coûts. Exemple, je vais vous en montrer un. Euh, je ne retrouve pas, mais le titre, c'était Le nucléaire va ruiner la France. Ok. Typiquement, vous mettez en place les inconvénients. Ou alors, ça va être mettre en place des normes environnementales, ça va trop limiter les libertés. Les gens l'accepteront jamais. Vous voyez? C'est les quatre discours principaux, ça. Alors, ces discours, je pense que donc, ils ont été établis pour le changement climatique, mais je pense qu'on peut les étendre à tout ce qui concerne la transition écologique. Euh, alors,
L'enjeu des bibliothèques, enfin, et pas que des bibliothèques d'ailleurs, ça va être d'apprendre à contrecarrer chacun de ces discours. Donc, il faut bien avoir ces catégories en tête. Par exemple, si vous voulez faire face au discours de capitulation, le c'est foutu, en fait, c'est un discours d'impuissance. Eh ben, une solution, ça peut être de chercher à redonner une capacité à agir aux citoyens. Donc, ça veut dire que dans la sélection documentaire, vous allez leur montrer des éco-gestes, mais pas seulement. Vous allez leur montrer en fait plein de façons d'agir. Donc, vous pouvez leur montrer des solutions qui ont été imaginées par des collectifs. Donc, par exemple, dans ce livre-là, c'est Il change le monde. Vous avez plein d'idées en fait, d'actions qu'on peut faire pour lutter contre les problèmes environnementaux. Mais alors, il faut aller beaucoup plus loin parce que généralement, ça, les bibliothèques le font, en fait, insister sur les éco-gestes. Par exemple, je sais pas, favoriser la biodiversité dans son jardin, trier ses déchets, ça, on le trouve. Mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin. On peut pousser les citoyens à avoir une action au niveau collectif. On peut les pousser vers un engagement associatif, on peut les pousser vers un engagement politique aussi. Alors, dans les discours qui sont dominants, en fait, et qui mènent à l'inaction climatique, il y a aussi un discours qui est extrêmement préoccupant, qui se développe, lui, surtout depuis quelques mois, donc qui est vraiment très, très récent. C'est le backlash écologique. Depuis quelques mois, on s'en prend de plus en plus à tout ce qui est euh, défenseur de l'environnement, institutions écologiques. Alors, il y a de multiples exemples de ça. Par exemple, euh, vous avez vu dans les médias que l'ADEME, l'Office français de la biodiversité, l'Agence Bio, par exemple, sont de plus en plus prises à partie, parfois violemment. Euh, D'ailleurs, cette prise à partie, en fait, implique aussi des personnalités politiques, hein. Vous avez aussi, en fait, un backlash écologiste qui va s'en prendre à des personnes directement. Donc, un exemple déjà ancien, c'était ouais, alors, c'est celui que tout le monde connaît, celui-ci. Hop, montrer. Passer comme ça. Bon, c'est Greta Thunberg, par exemple. Vous vous rappelez que, euh, en fait, on lui a fait des critiques qui étaient infondées. En fait, plutôt que d'attaquer ses arguments, on a attaqué la personne, ce qui est un type d'argument fallacieux reconnu. Donc, on lui a reproché d'être une femme, on lui a reproché d'être une jeune, on lui a reproché d'être autiste. C'est beaucoup plus commode, évidemment, de s'en prendre à la personne que d'essayer de considérer ses arguments et de les combattre. Donc maintenant, on va parler un petit peu de tout ce qui est politique d'achat. Alors, je vais commencer par une remarque qui est un peu triviale. Euh, c'est en fait sur la nature de la transition écologique. La transition écologique, même si j'ai beaucoup parlé de transition, de changement climatique, c'est un problème global en fait qui dépasse de loin le changement climatique, qui recouvre en fait, qui va chercher à résoudre tous les problèmes environnementaux qui sont nombreux, hein. Par exemple, vous avez la pollution par le plastique, la pollution par les pesticides, vous allez avoir l'érosion de la biodiversité, vous allez avoir vraiment énormément de problèmes très différents. Et si on veut en fait agir en faveur de la transition écologique, du coup, il faut proposer une solution à tous ces problèmes-là. Donc, ça veut dire qu'en bibliothèque, il va falloir en fait traiter chacun de ces sujets-là. Mais il va falloir aller plus loin, en fait. Plutôt que de traiter individuellement les symptômes, on peut aussi voir si, il n'y a pas des causes communes à tous ces problèmes, et puis essayer de traiter le mal à la racine. Voilà. Alors, il y a des études hein, qui semblent montrer que, euh, en fait, le point commun de tous ces problèmes-là, en fait, ça serait d'une part la conception qu'on a de la nature et de notre place dans la nature. En fait, on a une conception d'ingénieur. Un exemple typique, par exemple, c'est la façon dont on traite dont on traite les sols agricoles.
Quand on met des pesticides ou des engrais sur les sols, en fait, on les traite un petit peu comme un support inerte. Alors que les sols, c'est loin d'être ça. Les sols, ce sont des écosystèmes vivants. Et il y a aussi tout ce qui est gestion des ressources, donc là au sens large, tout ce qui est surconsommation, tout ce qui est gestion des ressources en fin de vie, donc notamment la gestion des déchets. Tout ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas traiter à l'échelle de nos sociétés. Et si on ne résout pas ces deux problèmes fondamentaux, donc gestion des ressources et conception de la nature, en fait, euh, on ne résolvera jamais, on ne réussira jamais la transition écologique. Donc, il faut aussi amener les lecteurs, en fait, à discerner ces causes premières et à comprendre qu'il est important, en fait, d'agir bien en amont des symptômes qu'on observe. Alors, au niveau des politiques d'achat, comment est-ce qu'on peut savoir si un auteur est digne de confiance ou pas? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Alors, ce que je vous mets là, c'est la liste des principaux climato-sceptiques français. Alors, je vais vous demander en fait de choisir un climato-sceptique, celui que vous voulez, et puis de regarder, donc on a déjà fait François Gervais tout à l'heure, donc choisissez-en un autre, et de regarder sur Internet en fait quelles sont leurs vraies compétences. Est-ce qu'ils sont vraiment compétents pour traiter le sujet? Historiquement, Claude Allègre, ça a été le premier grand climato-sceptique connu en France. Euh, En 2010, il a sorti un livre très polémique qui s'appelle L'imposture climatique. Et donc, à cette époque-là, il a beaucoup été invité sur les plateaux télé. Et puis, en fait, il a perdu beaucoup de crédibilité au fil du temps, si bien qu'en 2015, en fait, personne ne lui prêtait foi. Par contre, en fait, le climato-scepticisme est revenu après. Alors, est-ce que quelqu'un a des informations sur un de ces personnages? Ah, c'est pas Daniel Lucin, c'est Daniel Luçon, pardon, je me suis trompé. Alors, on nous répond dans le chat que Claude Allègre, il est géochimiste de base. Michel Vieillefosse est un ingénieur dans le secteur de l'innovation technologique. C'est ça. En Jean fait, de Kervasdoué, économiste de la santé. mm, Vincent Courtillot est géophysicien. Rémi Prudhomme est économiste. voilà. Donc, est-ce qu'il y en a un qui officie, et j'ai pas fait de tri, hein. J'ai vraiment pris une liste honnête et représentative des principaux climato-sceptiques français. Donc, est-ce qu'il y en a un qui a une compétence dans le domaine du climat? Christian Gérondeau, lui, ça a été le premier délégué interministériel au transport. Donc, c'est à lui notamment qu'on doit les premières limitations de vitesse sur route. Donc, lui, en fait, c'est un haut fonctionnaire qui a une expérience dans les mobilités, mais pas spécialement sur le climat. Et d'ailleurs, c'était déjà à l'époque un partisan du tout automobile. C'est-à-dire qu'en fait, lui, à l'époque, il disait oh, bah, les transports en commun, ça sert à rien, en fait, vu qu'on a la voiture. Donc, il avait une position déjà qui était assez tranchée à l'époque. Donc, Claude Allègre, effectivement, vous l'avez dit, c'était un géochimiste. Son domaine de spécialité à l'intérieur de la géochimie, c'était la datation des roches, donc rien à voir avec le climat. Vincent Courtillot, il travaillait avec lui à l'Institut de physique du globe de Paris. Lui, c'était un paléomagnéticien, donc il étudiait les variations de champs magnétiques au cours des temps géologiques. Et après, tous les autres, c'est à peu près le même type. Benoît Ritaud, c'est un mathématicien, par exemple, je crois. Et il y a des économistes, des ingénieurs, mais personne, en fait,
de compétences dans les sciences du climat. On nous fait la remarque très juste dans le chat qu'il n'y a que des hommes. Est-ce qu'il Alors y a une oui, analyse à tirer de cette alors, disproportion homme-femme? alors, Est-ce que c'est anodin? je me suis fait cette réflexion aussi. Alors, en fait, il y a une climato-sceptique en France, donc il y a une femme que j'ai identifiée qui fait partie de la Société française de géographie, où il y a pas mal de climato-sceptiques. Et je ne l'ai pas mise parce que elle a tenu des propos climato-sceptiques dans les médias, mais elle n'a pas écrit de livres climato-sceptiques encore. Aux États-Unis, il y a aussi une femme qui est très connue, c'est Judith Curry, qui pour le coup, elle est climatologue. Alors sur le fait qu'il y a beaucoup d'hommes, alors certes, on peut le remarquer, je peux même ajouter que ce sont des hommes qui sont âgés en général. Enfin, la moyenne d'âge, elle doit être proche de 80 ans. Claude Allègre, il est décédé au début d'année 2025, par exemple. Donc, ce sont des hommes âgés. Alors, il n'y a pas d'études qui ont été faites. Il y a juste quelques personnes qui se sont amusées à noter que les climato-sceptiques avaient un trait de caractère en particulier, et c'était une très grande confiance en eux. Et il en faut, hein, parce que pour dire moi j'ai raison, alors qu'en face de nous, 99,96% des scientifiques sont d'accord sur le fait qu'il existe un changement climatique et qu'il est d'origine anthropique, il faut avoir une sacrée confiance en soi. Je crois qu'on tient quelque chose. Surtout, notez bien, quand on n'a aucune compétence dans le domaine. Donc niveau confiance en soi, ça va assez loin quand même. Euh, voilà. Alors, sachez aussi que niveau consensus, depuis 2007, il n'y a aucun organisme scientifique de calibre national ou international qui a remis en cause le caractère, l'origine anthropique du changement climatique. Donc, le consensus scientifique, il est quasiment total, hein. Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des règles de Blackburn. Euh, c'est un chercheur, en fait, qui a cherché à énoncer les règles qui permettaient de se fier à une autorité. Donc, il a identifié plusieurs règles. Une de ces règles, c'est que euh, la première règle, c'est que la compétence de l'individu expert doit être reconnue. La deuxième, c'est que cet individu doit faire autorité dans le domaine dont il est question. Et enfin, un consensus d'experts de ce domaine à propos de la question débattue doit exister. Donc, de fait, le troisième critère, vu qu'il y a un consensus scientifique, il est réalisé pour aucun climato-sceptique. Ok. Et on vient de voir que en fait, les critères 1 et 2, en fait, ils étaient jamais respectés non plus, quoi. En tout cas en France. Il y avait une question dans le chat. Est-ce que ce n'est pas plus largement le raisonnement scientifique et le consensus scientifique qui sont remis en question? Et on vit une remarque aussi que c'est fou que les discours qui sont du coup minoritaires aient autant d'impact sur la population et aussi sur l'action publique. Oui, Ça paraît invraisemblable, c'est vrai, du point de vue c'est rationnel. c'est un peu un problème de la post-vérité, en fait, où on considère un peu que tous les savoirs se valent, et c'est vrai que euh, beaucoup de gens se détournent du raisonnement scientifique. Alors, il y a des théories qui peuvent l'expliquer. On l'explique souvent en disant qu'en fait, la science, elle est devenue extrêmement compliquée. Et c'est vrai qu'elle est compliquée. Par exemple, très honnêtement, un citoyen lambda, s'il ouvre un livre de François Gervais ou s'il assiste à une de ses conférences, il va avoir beaucoup de mal à repérer les incohérences et les inexactitudes ou les tromperies, parce que c'est excessivement technique. Donc, il est beaucoup plus simple, en fait, de prendre un parti, de, en fait, de souscrire à leurs idées que de rechercher l'information dans les sources scientifiques. Donc, voilà. Donc, on a vu, en fait, que là, dans ces climato-sceptiques, en fait, euh, aucun des trois critères de Blackburn, en fait, n'est respecté. Alors, ce pas des critères qui sont absolus, hein. On peut très bien ne pas valider les critères et puis quand même dire des choses intéressantes. Pour prendre des exemples historiques, par exemple, Alfred Wegener, là, le père de la dérive des continents, il était pas géologue, il était météorologue. Ça ne l'a pas empêché en fait d'avoir raison. Un autre exemple, Louis Pasteur, euh, il était chimiste, il n'était pas microbiologiste. Ça ne l'a pas empêché en fait de contribuer énormément à la microbiologie, quoi. Donc en fait, le critère ultime, au-delà en fait de ces critères-là, c'est l'argumentation. Et c'est justement ce critère-là qui est compliqué à appréhender par le grand public. Euh, je vais vous montrer.
niveau argumentation, je vais vous montrer un petit peu les techniques d'argumentation qui sont souvent utilisées par les climato-sceptiques. Je vous enverrai après le document, parce qu'il est un petit peu dense et ça vaut le coup de prendre le temps de le regarder en détail. Le temps que ça charge, j'en profite pour te demander, parce que ça va peut-être sortir dans les questions, et quand on parle de sélection de documentaires, etc., c'est la part qu'on laisse à la pluralité d'opinions, en fait. Il y a toujours cette question compliquée. Oui, alors oui, euh, moi, en fait, ce que je me dis aujourd'hui, c'est qu'en fait, on doit favoriser autant que possible la pluralité d'opinions, euh, tant qu'on n'est pas dans le domaine de la désinformation. Par exemple, enfin moi je le dis franchement, je suis pour écarter les ouvrages climato-sceptiques parce que c'est de la désinformation. Parce que il est prouvé que les arguments qui sont mis en avant sont inexacts, voire complètement trompeurs. Dans d'autres domaines, bien sûr, en fait, la pluralité des opinions, elle doit être respectée. Un bon exemple, par exemple, ça peut être le nucléaire. Alors, sur le nucléaire, vous allez avoir des opinions qui sont extrêmement tranchées. Dernièrement, on voit en fait qui vont se positionner pour un camp ou pour l'autre. Euh, je vais vous en montrer. En fait, dans les derniers parus, par exemple, il y a celui-ci. Ah, mon écran est figé. Ouais, voilà. L'énergie nucléaire. Donc, en fait, c'est un ouvrage en fait qui, lui, va plutôt défendre le nucléaire. Et à côté, vous avez des ouvrages qui vont prendre le contre-pied de ceci, par exemple, en insistant sur le fait que euh, les déchets, le traitement des déchets nucléaires, l'extraction minière, c'est-à-dire le cycle du combustible, représente un grave problème. Donc là, on peut se permettre en fait d'avoir des ouvrages des uns et des autres parce que en fait l'angle de vue est pas le même. Mais le raisonnement qui est abordé dans ces ouvrages-là est quand même exact. Enfin, il est basé sur des données qui sont étayées. Donc, je reviens sur les techniques des climato-sceptiques. Donc voilà. Alors, on a déjà vu en fait tout ce qui est ici, en fait, c'est de recourir à des faux experts. Vous avez vu que c'est assez général. Euh, Vous avez aussi tout ce qui est raisonnement fallacieux. Donc, alors là, il y a toute la collection. Donc, si vous voulez en fait promouvoir l'éducation aux médias et à l'information, vous pouvez prendre des exemples tirés de l'écologie parce que là, tout y est, hein. Euh, on a vu par exemple que tout à l'heure, il y avait l'attaque ad hominem. Voilà, c'est en bas, là. L'attaque ad hominem, là, quand on s'attaque à Greta Thunberg, en fait, on est là-dedans. Euh, on a la déformation, ça c'est aussi très courant, c'est prendre par exemple une citation d'un chercheur dans une étude scientifique, la sortir de son contexte et puis employer les propos qui sont tenus pour servir un tout autre objet, quoi. Et vous avez aussi par exemple le cherry picking, donc en fait ça consiste à prendre les informations qui vous intéressent. Un truc que font très souvent les climato-sceptiques, par exemple, c'est que ils vont considérer un graphique. Et ils ne vont pas considérer tout l'ensemble des données, ils vont considérer une plage de temps qui les arrange. Donc, par exemple, François Gervais le fait, ça. Il va éviter en fait tout ce qui ne correspond pas à son propos, tout ce qui contredit son propos et écarté du graphique. Alors, parfois, il va un peu plus loin dans le trucage. Il y a un graphique, par exemple, où il étudie la variation de la température de la Terre au cours du temps. Et son propos, c'est de montrer que bon, il y a le réchauffement climatique s'est arrêté dans les années 2000. Donc, il fait une première partie du graphique où effectivement, on voit un réchauffement. Cette partie, elle est basée sur un jeu de données. Et puis, subitement, on ne sait pas pourquoi, il n'explique pas lui-même, il change de données. Donc là, en fait, dans l'exemple que je vous cite, il est parti au début avec un jeu de données qui était la température à la surface de la mer. Et puis subitement, à partir des années 2000, il prend la température au sommet de l'atmosphère. Bah, évidemment, en fait, c'est pas du tout la même chose. Et ça lui permet d'avoir en fait un plateau qui est totalement artificiel. Donc là, l'intention de tromper, elle est manifeste, hein.
Alors, pour vous y retrouver aussi sur les contenus, vous avez des sites qui peuvent vous aider, que je vous invite à trouver. Par exemple, sur Google, vous pouvez aller sur, vous pouvez chercher le site d'un groupe qui s'appelle Science Feedback. Alors, Science Feedback, c'est un collectif de scientifiques bénévoles qui vérifie les informations et qui publie des avis sur les informations qu'ils trouvent. Donc, ils vont dire si c'est peur, si c'est imprécis, si c'est exact, etc. Alors, la particularité, c'est ils vont analyser pas mal de sources. Ils vont analyser, par exemple, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ils vont analyser aussi, des fois, des ouvrages. Donc, ça peut être un élément pour vérifier si un ouvrage est fiable ou non. Alors, sur le site de Science Feedback, en fait, vous avez plusieurs catégories. Vous avez, par exemple, ils peuvent traiter de la santé, mais vous avez un portail qui traite uniquement du climat. Si je vais dans le climat, par exemple, je peux descendre, je vais voir leurs derniers avis. Et là, par exemple, donc ils interviennent, en fait, ils rectifient, en fait, ils réagissent à ce qu'a dit Luc Ferry sur les voitures électriques et les voitures hybrides. Donc, c'est un site qui est utile dans certains cas pour repérer des désinformations. Malheureusement, en fait, c'est un groupe qui a extrêmement peu de moyens et ils ne sont pas en mesure de traiter l'ensemble de l'information. On demande si on peut leur soumettre des titres de livres sur lesquels on a des doutes. Je pense que oui. Alors, il y a des coordonnées de contact. Je pense qu'on peut leur soumettre, oui. Alors, il ne faut pas hésiter aussi. Il y a des sites qui peuvent démasquer la désinformation. Par exemple, il y a le site de Bon Pote. Donc, voilà. Là, on va tomber sur un article du site. Paf, océan de fake news sur la voiture électrique. Et il va vous détailler plusieurs cas de fake news. C'est quelqu'un qui est extrêmement vigilant, qui a pas mal d'expérience dans le domaine. Il a contribué à un ouvrage sur le changement climatique qui avait été publié par les éditions du CNRS et qui s'appelait Tout comprendre ou presque sur le climat. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est un livre qui est très bien fait, en fait, un format grand public, très court, donc ça prend pas beaucoup de temps à lire, avec beaucoup d'infographies et puis des données en fait qui sont vérifiées, sourcées. Enfin, c'est le CNRS qui est derrière tout ça. Alors, vous avez aussi en fait des éléments de débunkage sur des chaînes YouTube. Et par exemple, c'est la chaîne YouTube du Réveilleur. Donc, sur YouTube, vous pouvez taper Le Réveilleur. C'est quelqu'un en fait qui est spécialisé dans l'information environnementale et qui va traiter de manière vulgarisée la plupart des sujets. Donc, il a fait à peu près tout. Les émissions de gaz à effet de serre, la voiture électrique, les choses très intéressantes. Il a publié. Donc, il a décortiqué. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à. Et qui sont généralement longues. Donc, généralement, c'est du format 1 heure, hein. Je vous ai dit que en fait, du numérique. Ouais, il y a la Voilà. connexion Là, qui est il assez revient mauvaise. ici là sur
ça saute pas mal. Alors, je sais pas si c'est moi parce que j'ai peut-être aussi une mauvaise connexion, mais éventuellement, peut-être arrêter d'utiliser Internet ou le partage d'écran pour essayer de récupérer une meilleure Oui, connexion. d'accord. Ouais, ouais, je crois que c'est tout. Ouais, Donc, je vous donnerai ça. je vous donnerai les coordonnées de toutes ces sources-là. Je vous invite vraiment à regarder le débunkage par le réveilleur des conférences de François Gervais et de Vincent Courtillot, ne serait-ce que pour voir en fait comment raisonnent les climato-sceptiques et comment ils transforment la vérité. Je pense que même si c'est un petit peu ardu, c'est intéressant de voir comment ils s'y prennent concrètement. Donc en fait, tout l'enjeu en fait des bibliothèques, ça va être aussi de fournir des ouvrages qui vont être fiables, qui vont être clairs, qui vont être accessibles au grand public. Et ça, c'est pas si facile que ça à trouver. Donc je vais vous montrer quelques sélections. Mais avant, je vous recommande une source qui est très intéressante et qui est souvent sous-estimée. C'est tout ce qui est BD graphique, enfin BD documentaire. Ces dernières années, en fait, on a vu sortir pas mal de BD documentaires de très grande qualité. Donc là, ici, vous avez Un monde sans fin de Jean Covici qui va traiter des énergies. Alors, le truc n'est pas totalement exempt de reproches, hein. Mais en fait, les contenus sont honnêtes. Et en l'espace, à travers ce format-là, on peut acquérir un niveau d'information relativement élevé sur la question énergétique. Donc, ça peut être un moyen commode pour pas mal de publics de mettre un premier pied dans cet enjeu. Alors, comme c'est un format qui marche, en fait, il se multiplie énormément ces derniers temps. Les éditions Casterman ont publié le livre que je vous montrais tout à l'heure sur les ressources, donc qui est écrit par Philippe Biwix. C'est un ingénieur qui est aussi l'auteur d'un livre très connu qui s'appelle L'âge des low-tech. Donc là, il va questionner en fait tout ce qui est rapport de la société à la gestion des ressources. Alors, vous en avez plein dans plein de sujets différents. Celui-ci aussi est super intéressant. Donc, c'est sur les déchets. Il est écrit par une ingénieure agronome qui est spécialisée dans les déchets et il est extrêmement bien documenté. C'est pareil, si on lit ce livre, en fait, ça suffit déjà pour avoir de très solides bases sur la question de la gestion des déchets. Donc, pour l'investissement, le retour, il est très, très intéressant. Alors, comme ça, vous en avez plein. Je vous montre ceux sur le changement climatique parce que, en fait, c'est vraiment un sujet phare. Donc, vous avez l'urgence climatique et vous avez un ouvrage que j'aime particulièrement, c'est Horizon climatique. Et je le trouve assez futé parce qu'en fait, dans ce livre, on va suivre le parcours de deux jeunes gens qui se questionnent sur le changement climatique et qui vont chercher à s'informer par eux-mêmes. Donc, ils vont consulter, ils vont rencontrer des auteurs du GIEC traitant de problématiques diverses et ils vont échanger avec eux. Donc, on ressort de ce livre avec beaucoup d'informations et il a l'avantage aussi, en fait, de traiter le problème de l'éco-anxiété. Parce qu'il y a un des personnages à un moment de la BD qui ressent une profonde angoisse et on voit dans le livre comment est-ce qu'il arrive à sortir de cette éco-anxiété. Ça, c'est une question importante aussi hein, dans les fonds documentaires. C'est avoir conscience que ces situations-là, en fait, peuvent générer une éco-anxiété qui va être importante. Et il faut être en mesure de proposer des solutions pour que les gens ne restent pas enfermés dans cette paralysie, quoi. Alors, vous avez aussi, je vous en montre encore trois autres. Vertige, alors celui-ci, il est très très bien aussi. À la différence des deux autres, il va envisager en quelques pages tout un tas de problèmes environnementaux. Alors tout y passe, hein. Par exemple, la gestion de la biodiversité, des pollutions, euh, des problèmes liés aux espèces invasives, par exemple. Et en fait, ça va être c'est une BD qui reprend 10 ans d'enquête qui ont été menées sur des sujets écologiques par la revue dessinée. Donc c'est un très bien. Vous avez aussi celui-ci qui est sorti cette année, je crois, sur le béton. C'est un sujet dont on ne parle pas, mais en fait, le béton, c'est aussi la consommation de béton, c'est un vrai problème écologique.
Et un livre, en fait, alors, celui-ci, je l'ai mis parce qu'en fait, il traite d'économie. Et la question que je voudrais aborder, et c'est une question que je vous pose, en fait, euh, comment est-ce que vous allez classer ces livres-là? Est-ce que vous allez les mettre dans un rayon transition écologique bien identifié? Est-ce que vous allez les mettre dans une section BD documentaire? Est-ce que ce livre-là, par exemple, vous allez le mettre dans une section économie? En fait, quel est le meilleur classement pour permettre un accès facile en fait des lecteurs à l'information? Alors, oui. Ouais, première réponse, plutôt rassemblement thématique sur la transition écologique. Bah, tu peux peut-être faire un retour sur ce que tu m'avais dit, d'avoir observé des bibliothèques différentes. Est-ce que toi, d'un regard extérieur, tu as pensé de leur classement en rayon quand tu arrives en t'intéressant à ces questions? Alors, Roger, en fait, justement, j'ai fait plusieurs bibliothèques cet été pendant mes vacances. Euh, j'ai cherché à voir en fait comment était classée l'information sur euh, tous les problèmes de la transition écologique et je me suis demandé si c'était facile d'y accéder ou pas. Et ce que j'ai noté en fait dans toutes les bibliothèques que j'ai vues, c'est une très grande dispersion. Même sur un sujet restreint a priori comme l'eau, en fait, vous allez trouver les ouvrages dans plein de sujets différents, dans plein de rubriques différentes. Et parfois, alors j'ai vu ça dans une bibliothèque à Nantes, par exemple, mais il y a plein d'autres cas. Parfois, en fait, on doit se déplacer sur 3 étages pour faire le tour d'une thématique. Et en fait, la question que je me pose, c'est en fait qui, parmi les lecteurs, va se donner la peine de faire une recherche complète sur la base de données pour faire l'inventaire en fait de tous les ouvrages qui concernent la thématique. Moi, je pense qu'en fait, il y a quand même beaucoup de lecteurs, ils se promènent dans les rayons et puis ils regardent comme ça ce qu'ils trouvent. Donc, pour moi, en fait, la dispersion des ouvrages, en fait, c'est un problème. Euh, Y compris, là, comme je vous disais, en fait, le fait de mettre les livres graphiques à part, je pense que c'est un problème. Parce que, en fait, quelqu'un qui va chercher des informations sur le changement climatique, il va se diriger vers le rayon consacré. Et là, ça serait bien qu'il puisse tout trouver, quoi. Et ça serait dommage de s'en priver, là, des livres que je vous ai montrés, parce qu'en fait, ils permettent vraiment d'accéder à beaucoup de savoir en un format qui est très accessible. Un autre problème aussi, c'est qu'en fait, quand on disperse l'information, on a l'impression que tous les problèmes sont isolés. Alors qu'en fait, une particularité des problèmes de la transition écologique, c'est que tout est lié. Je veux dire, répondre à la transition écologique, c'est faire un changement sociétal profond, en fait, dans tous les domaines de nos activités. C'est par exemple agir sur l'économie, ça va être aussi réfléchir à la sociologie, à l'histoire et tout. Donc, en fait, c'est quelque chose de très pluridisciplinaire. Et quand on disperse, on perd de point de vue cette transversalité, quoi. Et il y a une remarque aussi bah, sur le, tu sais, le système Dewey qui est utilisé de classement et qui date du Oui. 19e. Alors, je crois que tu peux en dire un mot aussi. Moi, je pense en fait que ce classement-là, il est plus adapté à certains enjeux contemporains. Et il y a déjà pas mal de bibliothèques qui sont sorties de ce système. Là, par exemple, je crois que c'est à Strasbourg qu'ils ont fait un espace sexe et genre. En fait, c'est ça, Ariane. Je sais plus. Ou sur l'égalité femmes-hommes, enfin, je sais plus, mais voilà. Je sais que c'est une démarche qui est entreprise dans plusieurs bibliothèques. Il y a la Alors, remarque que, voilà, par exemple, quelqu'un qui s'intéresse à l'économie, il peut entrer dans les transitions thématiques par la BD doc présentée. oui. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que très souvent, alors vous savez qu'il y a plusieurs théories de l'économie et il y a des théories de la décroissance aussi. Et ce que j'ai observé dans certaines bibliothèques, c'est que quand il y a un rayon économie, on ne met pas forcément les théories de la décroissance dedans, alors que c'est une théorie économique au même titre que les autres. Donc là, il y a une séparation que je ne comprends pas, quoi.
Bonjour. Euh, Excusez-moi, je me permets parce que ça m'intéresse beaucoup et j'aurais voulu savoir aussi, peut-être avec les autres bibliothécaires, comment justement elles font par rapport à, je vois, brisons nos chaînes de la Dewey. Moi, je suis acquéreur, j'achète tous les livres sur les sciences, donc les fameux 500. Donc, j'achète des choses sur l'écologie entre deux bouquins de physique-chimie et de théorie quantique. Et effectivement, c'est toujours un peu le challenge de savoir est-ce que ça va être du purement scientifique et donc dans mon domaine d'acquisition, ou alors est-ce que ça va être plus dans la thématique sciences sociales et en jeu de société, Mm. comme si les choses étaient très manichéennes. Et s'il y a par exemple des exemples de retour d'une classification des développements durables, ou est-ce que s'il y a d'autres bibliothécaires dans ma situation, comment est-ce qu'elles font pour réussir à bien identifier, réussir aussi à permettre aux lecteurs d'identifier facilement dans la catégorie science, qu'on est vraiment sur des livres qui vont traiter de cette thématique climatique. Et puis pareil pour tout ce qui va être document graphique, bande dessinée, qui ne relève pas de la fiction, pour savoir qu'il faut aller le chercher dans les bacs de bande dessinée, ou est-ce qu'on les range avec les ouvrages scientifiques, ou alors avec les ouvrages de sciences sociales. Voilà, parce que c'est vrai que c'est vraiment des questions qui se posent, et puis même par rapport aux questions de genre, quand c'est les queer studies ou féminisme ou les choses de sexe et genre qui correspondent. Alors là, je m'égare un petit peu, mais enfin, sur les questions aussi dans l'acquisition des sciences, quand on parle, il y a beaucoup de questions aussi sur l'essentialisation avec la femme, de choses qui sont plus au goût enfin, au goût du jour, c'est pas une question de goût du jour, mais qui sont plus raccords avec les conceptions qu'on a aujourd'hui autour du genre, et de choses qui seraient très organiques, et déterminées par rapport au genre et au sexe assigné à la naissance. Voilà. Je suis partie dans tous les sens. Je vous laisse la parole et vous débrouiller avec ce que je vous ai un peu lancé. Merci pour m'avoir écouté. Moi, je répète, hein, je suis pour la création d'un fonds spécifique avec un espace spécifique. Pour moi, en fait, un ouvrage sur la transition écologique, c'est de la science et en même temps, c'est de la société, quoi. Donc, avoir à choisir, en fait, c'est un casse-tête qu'on peut éviter en créant un espace consacré à la transition écologique globale. Et ce qui permettrait d'ailleurs d'ajouter tout un tas de rubriques. Par exemple, tout ce qui est sciences humaines. Aujourd'hui, dans les sciences humaines, il y a énormément de contributions au champ de l'environnement. Par exemple, on a des historiens de l'environnement, en fait, qui font des apports très importants. Vous avez par exemple Jean-Baptiste Frézeau, ce bouquin-là, en fait, où il réfléchit. Vous savez, on a un discours phasiste des transitions énergétiques. On a dit d'abord il y avait le bois, ensuite le charbon, ensuite le pétrole, etc. Et en fait, ce discours-là, il donne l'impression en fait que on a déjà eu en fait des transitions écologiques par le passé. Sauf qu'en fait, le chercheur, lui, il montre que ça n'a jamais été le cas et que en fait, quand on est passé du bois au charbon, en fait, loin de supplanter le bois, on a augmenté la consommation de bois. Parce que pour exploiter le bois, le charbon dans les mines, il fallait du bois pour étayer. Pour transporter ensuite le charbon jusqu'au lieu de vente, eh ben, il fallait des voies ferrées. Et là, il fallait mettre aussi enfin, du bois. Donc, en fait, ce qu'il dit, enfin, je m'éloigne un petit peu, mais en fait, ce qu'il montre, c'est qu'il n'y a jamais eu de transition écologique, il y a à chaque fois une amplification de l'énergie précédente. Et ça montre que la transition, ben, en fait, c'est un enjeu qui n'a jamais été réalisé, que ce n'est pas à prendre à la légère, quoi, que c'est quelque chose qui va être compliqué. Donc, en fait, l'histoire là, environnementale, elle réalise un apport. Il y a pas mal de trucs en sociologie de l'environnement aussi qui sont intéressants. Bref, je laisse parler là. Je- Ariane, tu...
Oui, Mathilde qui demandait la parole. Oui. Oui, et je trouve qu'il y a une remarque qui peut nous intéresser toutes et tous, c'est Mélanie Maillot qui nous dit que ça peut être difficile de convaincre aussi une équipe de changer toute une classification et de passer à de nouvelles pratiques. Je suis d'accord. Et je dirais qu'un des bons leviers pour travailler là-dessus, c'est d'intégrer ça dans nos documents d'orientation. Donc, que ce soit un schéma, un projet d'établissement, une charte des collections, une fois que c'est inscrit dans nos documents d'orientation, ben, c'est beaucoup plus facile de porter un projet auprès de toute l'équipe. Et c'est une fois qu'on a convaincu la direction, les décideurs, c'est plus facile ensuite de mettre en œuvre. Euh, voilà, nous, au niveau de la bibliothèque départementale, on a refait toute notre charte des collections. Et ça a été possible parce que dans notre schéma départemental, les enjeux de la transition écologique et les enjeux de la lutte contre les discriminations apparaissent dans l'ensemble de nos actions comme des indicateurs. Donc on est obligé de prendre en compte ces dimensions-là dans toutes nos actions. Donc, quand on a revu notre charte des collections, il y avait forcément les questions de sobriété documentaire et les questions de lutte contre les discriminations, les violences sexistes et sexuelles, ce qui nous permet maintenant de travailler sur la visibilité de ce fonds et toutes les actions de médiation qu'on peut mettre en place. Donc évidemment, ça dépend des équipes, hein, je dis pas que toutes les équipes peuvent prendre ce virage facilement. Nous, on avait le terrain fertile, hein, donc tout a coulé facilement. Mais c'est vrai que je pense que c'est ce que je recommande à nos bibliothèques partenaires, de commencer par essayer d'écrire en fait cette intention et de l'encadrer en associant les élus, les décideurs et les collègues, bien sûr. Voilà. Merci. Oui, en faisant le tour des bibliothèques aussi, donc j'étais allé aussi, j'avais regardé les coins magazines et j'avais pas trouvé énormément de titres consacrés à l'environnement. Sur pas mal des bibliothèques que j'ai faites, généralement, il y a deux titres, je veux dire en papier, hein, il y a que deux titres qui sont visibles en environnement. Et c'est souvent des choses qui sont spécialisées, par exemple, des choses comme l'Oiseau Magazine. Donc, je trouvais qu'au niveau des revues, en fait, l'information n'était pas suffisante. Et par ailleurs, euh, parfois, par exemple, vous avez des revues scientifiques grand public comme Science et Vie ou Pour la Science qui publient des hors-séries sur des sujets en rapport avec l'environnement. Et c'est assez rare que je vois en fait ces hors-séries disponibles, alors qu'en fait, ce sont des mines d'informations souvent. Par exemple, là, vous avez un hors-série sur le plastique. Donc, donc là, je prends que des exemples sciences et vie récents. Vous en avez eu un sur la fonte de la cryosphère. Vous en avez eu un sur les mobilités. Vous en avez eu un qui a été très bien fait, qui est un peu plus ancien sur l'énergie, et qui en fait qui proposait de réfléchir au mix énergétique de demain. Et vous avez aussi des hors-séries comme ça dans plein de magazines, par exemple pour la science, avait traité le même sujet, les énergies pour demain. Et je me disais que peut-être ça serait avantageux de créer un espace, enfin de mettre tous ces hors-séries-là durablement à la disposition des lecteurs. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et à part les hors-séries, on pose la question si tu as des titres de presse à recommander dans ces sujets. Euh, Bah, aujourd'hui, il y a de plus en plus de magazines en rapport avec l'environnement. Bien, après, c'est souvent une question de ligne éditoriale, hein. Euh, Moi, ce que je vous recommande, en fait, par exemple, sur un sujet comme la biodiversité, c'est un magazine, en fait, qui est assez peu connu, mais qui est très bien fait. C'est le magazine de l'Office français de la biodiversité, qui s'intitule Biodiversité des clés pour agir. C'est un trimestriel qui est en fait qui est pas très épais, qui est fait pour être accessible au plus grand nombre et qui à chaque fois traite de sujets variés. Donc là, par exemple, celui-ci, c'est un sujet d'actualité.
énergie renouvelable et biodiversité. Est-ce que les éoliennes représentent une menace pour la vie faune ou non? Vous en doutez, en fait, la réponse, elle est plus nuancée qu'un simple oui ou non, quoi. Donc voilà, moi je conseillerais cette revue-là que je trouve très très bien. Après, bon, j'ai envie de dire, c'est une question de choix personnel, quoi. Vous avez aussi, au niveau biodiversité, il y a la revue de l'OPIE là, qui traite des insectes, mais bon, l'inconvénient, c'est que c'est quand même assez spécialisé, quoi. Donc, voilà. Mais je trouve qu'en fait, les hors-séries, en fait, sont vraiment une mine d'informations et qui parlent au grand public, hein, parce que c'est un format de lecture qui est assez simple, c'est très illustré. Les chapitres sont courts en général, on peut feuilleter comme on veut, passer d'un sujet à un autre. Donc je trouve que c'est très très bien fait. On nous parle de la revue Espèces Oui, la revue Espèce, et oui, Socialterre. oui, bah, c'est Socialterre, c'est vrai, c'est une bonne revue. La revue Espèce, c'est la revue de l'Institut national du patrimoine naturel. Donc en fait, c'est une revue qui est de bonne qualité scientifique. Pareil, on peut se dire que c'est peut-être un peu spécialisé, mais ça l'est déjà moins que l'Oiseau Magazine ou que la revue de l'OPIE. Donc oui, ça peut être un très bon choix. Alors, moi, je dirais aussi que ça ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc pour finir, je dirais qu'en fait, un enjeu important, c'est d'arriver à cibler euh, des livres qui proposent une argumentation équilibrée, qui sont clairs et concis. Et ça, c'est vraiment un gros travail. Euh, c'est pas si simple à trouver. Donc, à trouver, je vais vous faire une liste avec par thème des livres qui me paraissent bien. Sur le changement climatique, vous avez par exemple celui-ci qui date un petit peu, qui a été écrit par Sylvestre Huet, qui est un journaliste spécialisé sur les questions d'environnement, qui dialogue constamment avec les auteurs du GIEC, qui couvre tous les événements climatiques, etc. Et donc, il va traiter la question, le changement climatique en 100 questions. Donc là encore, c'est un format qui est simple parce on peut on peut se naviguer dans le livre au gré des questions qu'on se pose. Dans le même type d'approche, vous avez celui-ci aussi qui est plus récent, Climat, 20 questions pour comprendre et agir. Moi, j'aime bien ces formats-là parce que en fait, c'est simple à lire et puis ça va direct à l'essentiel. Dans le domaine de la transition énergétique, vous avez celui-ci, Transition énergétique, 100 mots pour comprendre et agir. Je vous recommande aussi tous les livres de cette collection-là chez Tana Édition, Fake or Not. Donc là, j'ai l'énergie, mais en fait, ils ont couvert plein de sujets différents, l'eau, la voiture, enfin les transports. Euh, un sujet qui est très intéressant, qui est assez peu couvert aussi, c'est tout ce qui est fast fashion. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir en quoi la fast fashion cause des problèmes environnementaux, quoi. Et dernièrement, ils ont sorti un numéro sur l'adaptation au changement climatique et un numéro sur la biodiversité. Donc, à chaque fois, en fait, c'est la chasse aux fake news. Ce sont des informations de qualité, vérifiées, donc c'est une bonne base, je pense. Et puis, toujours dans le domaine de l'environnement, une collection qui est super bien, c'est celle du CNRS que je vous ai présenté tout à l'heure, Tout comprendre ou presque sur. Et là, vous avez des sujets variés. Vous avez ici le climat, mais ils ont déjà traité l'eau, la biodiversité, la forêt. Bon, sur un autre sujet, il y a l'IA aussi qui vient de sortir. Donc voilà, ça ce sont des formats qui sont sympas, je trouve. Un truc que j'ai pas dit, et puis je pense qu'on va arrêter là, c'est que tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait en fait une défiance de plus en plus grande, une attaque en règle contre les institutions, et il me semble important de communiquer pour présenter les institutions. Euh, expliquer aux gens ce que c'est que le GIEC, par exemple. Donc il y a certains ouvrages qu'ils font, on le fait en fait dans les BD que je vous ai montrés, mais vous avez aussi cet ouvrage-là de Sylvestre Huet, alors, qui est sorti à l'occasion de la publication du sixième rapport du GIEC, dans lequel il explique le fonctionnement du GIEC simplement et décortique pour le grand public ce que dit le rapport du GIEC. Et après, vous avez d'autres ouvrages comme celui-ci aux presses de Sciences Po, GIEC, la voie du climat, qui explique comment fonctionne le GIEC. Voilà. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller plus loin.
S'il y a des sujets qui vous intéressent, vous pouvez l'indiquer en chat et puis on fera le document en essayant enfin de répondre à ces sujets-là. Ariane, tu as quelque chose à... Non, on a très très bien respecté le timing. S'il y a une ou deux dernières questions, n'hésitez pas. On a peut-être une ou deux minutes pour y répondre et puis on pourra clore cette session.